La fiancée de mon frère m'a accusé de l'avoir mise enceinte après que je l'ai renvoyée, et ma famille a cru à son mensonge. Mais ce que le tribunal a révélé a tout changé. Je suis un homme de 35 ans qui gère un petit magasin de réparation d'ordinateurs en ville. Je gagne décemment ma vie, je paie mes impôts et, en général, je m'occupe de mes propres affaires. Rien de spécial, rien d'extraordinaire, juste un type normal de 35 ans qui se débrouille tout seul. Je ne pensais pas que ce genre de vie ennuyeuse pourrait faire de moi une cible, mais je me trompais lourdement. Mon frère aîné, Raphaël, un homme de 38 ans, a toujours été le type parfait. Il s'est marié jeune, a divorcé sans drame et semblait avoir sa vie bien en main. Il y a environ 3 ans, il nous a présenté Marina, une femme de 32 ans, sa nouvelle petite amie, qui était différente de son ex. En surface, elle paraissait calme et amicale, mais il y avait quelque chose qui clochait chez elle que j'ai remarqué tout de suite. Dès le premier dîner gênant chez ma mère, j'ai pu voir que Marina n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle dominait constamment les conversations, ramenait les sujets à elle et avait cette façon de rabaisser subtilement les autres tout en faisant passer cela pour un compliment. Je me souviens d'une fois où ma mère a servi le dîner, Marina a commenté à quel point c'était courageux de la part de ma mère d'essayer encore de cuisiner des plats traditionnels à son âge. Une autre fois, elle a complimenté la tenue de ma cousine en disant à quel point c'était audacieux de porter ses couleurs avec sa carnation. Pendant que tout le monde tombait dans son panneau, je suis resté neutre. Je n'ai pas feint l'enthousiasme. Je n'ai pas prétendu que nous étions instantanément une famille. Je pense que c'est à ce moment-là que je suis entré dans son radar. Elle avait toujours un angle. Quand les gens parlaient de leurs problèmes, elle parvenait d'une manière ou d'une autre à ramener la situation à elle-même, même avec des inconnus. Il y avait toujours cet étrange esprit de compétition. Je l'ai vu une fois se disputer avec un caissier pour un coupon de $2 pendant 20 minutes, faisant presque pleurer l'adolescent. Quelques mois plus tard, Raphaël a annoncé qu'ils étaient fiancés. Mon père m'a pris à part après et m'a dit, « Cette femme va causer des ennuis à Raphaël. Retiens bien mes paroles. » Il voyait clair dans son jeu, lui aussi. Mais bon, ce n'est pas à nous de dire à un homme adulte qui épouser. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que Raphaël me demande de donner un travail à Marina dans mon magasin. Elle voulait un travail à temps partiel pendant qu'elle planifiait le mariage, et il pensait que je pouvais l'aider. Quand j'ai hésité, ma mère a appelé, insistant sur le fait que la famille est de la famille et que ce ne serait que temporaire. Raphaël a continué à insister, prétendant que j'étais difficile sans raison, et dans une conversation particulièrement irritante, il a dit que je lui devais bien ça pour m'avoir référé quelques clients l'année dernière. Finalement, j'ai accepté. La plus grande erreur de ma vie. Dès le premier jour, elle a été une employée cauchemardesque. Elle arrivait en retard, parlait aux clients comme s'ils étaient des idiots et traitait mes autres employés comme des serviteurs. Elle interrompait constamment Kevin, mon technicien principal, alors qu'il aidait des clients, contredisant ses conseils techniques avec des informations complètement fausses. Elle a accidentellement supprimé une base de données clients que nous étions censés récupérer, puis a rejeté la faute sur des procédures confuses. Pour couronner le tout, elle a commencé à changer l'horaire de travail sans me le dire, s'attribuant les quarts les plus faciles et refilant le gros du travail aux autres. La première semaine, elle a tellement mal fait les inventaires que nous avons fini par commander le double des modules de mémoire vive dont nous avions besoin. Quand je l'ai mentionné, elle a juste haussé les épaules et a dit que son cerveau de financière fonctionnait différemment de mon cerveau de technicien. Elle était toujours sur son téléphone mais le rangeait rapidement chaque fois que je passais. Une fois, je l'ai surprise sur Instagram pendant une consultation avec un client. Le client, un homme plus âgé qui avait besoin de récupérer des données sur l'ordinateur portable de sa défunte femme, expliquait à quel point les photos étaient importantes, et Marina faisait défiler des photos de vacances, écoutant à peine. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand je l'ai surprise en train de parcourir des conversations privées sur l'ordinateur d'un client que nous n'avions pas encore formaté. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu la décence de paraître embarrassée, elle a juste souri et a dit que cela faisait partie de sa curiosité naturelle. Le client était un médecin local. Ces messages auraient pu contenir des informations confidentielles sur des patients. J'aurais pu être légalement responsable. Quand j'ai expliqué la gravité de la situation, elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Personne ne va te poursuivre en justice. Ne sois pas si coincé. » Après un mois de ces idioties, je l'ai renvoyé. Je n'ai pas été un salaud à ce sujet. J'ai tout documenté, montré à Raphaël les preuves, et il a semblé comprendre. Mais cette nuit-là, il a rappelé après avoir manifestement parlé à Marina.
Son ton avait complètement changé. Tu ne lui as tout simplement pas donné sa chance. Elle est vraiment contrariée par la façon dont tu l'as traitée, a-t-il dit. Je lui ai dit que je lui avais donné de nombreuses chances et que j'avais documenté chaque incident. Ouais, bien sûr, a-t-il craché en retour. Tu as toujours été comme ça, pensant tout savoir. Trop bon pour aider ta propre famille. Elle va être ma femme et tu fais ça. Va te faire voir, mec. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Lors des réunions de famille, Marina m'ignorait complètement ou faisait des commentaires passifs-agressifs que personne d'autre ne semblait remarquer. Puis son comportement a changé. Elle a commencé à trouver des excuses pour être seule avec moi, me frôlant en passant, faisant des commentaires suggestifs juste assez forts pour que je les entende. J'ai gardé mes distances sans être irrespectueux. Une fois, lors d'un barbecue pour la fête du travail, elle m'a coincé dans la cuisine. Tout le monde était dehors. Elle s'est tenue trop près, m'a demandé si j'étais toujours en colère contre elle et a passé sa main le long de mon bras. J'ai reculé, lui ai dit que tout allait bien, mais que je devais aider mon père avec le grill et je suis sorti de là. Je l'ai surprise en train de me regarder le reste de la journée avec ce sourire étrange. Les choses ont tourné à l'enfer absolu après ça. Il y a 3 mois, la porte de mon magasin s'est ouverte avec fracas à l'heure de la fermeture. Raphaël a fait irruption, le visage tordu de rage. « Tu es mort » a-t-il crié, assez fort pour que Kevin, qui finissait à l'arrière, sorte en courant. Marina est enceinte. Elle dit que tu es le père. Tu veux bien t'expliquer? Je suis littéralement resté sans voix pendant plusieurs secondes. Puis je lui ai dit qu'il était fou. Je n'avais jamais touché Marina, jamais eu aucune sorte de relation avec elle. Raphaël ne m'a pas cru. Il s'est jeté par-dessus le comptoir, a attrapé ma chemise et a dû être éloigné par Kevin. Elle m'a donné des détails et des dates qui concordent, a-t-il grondé alors que Kevin le forçait à se diriger vers la porte. Je ne la vois pas inventer ça. En quelques jours, mon nom a été traîné dans la boue. Ma mère pleurait au téléphone en me disant que j'avais trahi la famille. Ma cousine, Valyria, a envoyé un texto de 3 paragraphes disant qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas chez moi et que j'avais de la chance que Marina ne porte pas plainte pour ce que je lui avais fait. Mon oncle, Dave, m'a appelé directement, la voix froide. Tu es sans vergogne, de profiter de la fiancée de ton frère. Tu me dégoûtes. Ma tante m'a désinvité d'un dîner de famille. Tout le monde voulait rester à l'écart du monstre que j'étais supposément devenu. Mon père a été le seul à appeler dès le début. Cette femme cherche un moyen de causer des ennuis depuis le premier jour, m'a-t-il dit. Nous allons nous battre contre ça. Personne d'autre, pas une seule autre personne, n'a demandé de preuves. Personne n'a questionné Marina. Ils ont pris sa parole comme une vérité sacrée pendant qu'elle se pavanait avec ce sourire suffisant et victorieux, sachant qu'elle m'avait acculé. Mais ce n'était que le début, car je n'allais pas baisser la tête et accepter cela. Si mon frère et la moitié de ma famille voulaient me jeter sous un bus sur la base de 0 preuve, ils étaient sur le point d'apprendre exactement ce qui se passe quand on mise sur le mauvais cheval. 2 semaines après que Marina a lâché sa bombe, les choses ont encore empiré. Au lieu que quelqu'un, n'importe qui, reprenne ses esprits et remette en question son histoire, je me suis retrouvé à m'enfoncer plus profondément dans un marécage de silence et de suspicion. L'accusation s'est propagée au-delà de la famille, aux voisins, aux collègues de ma mère, aux gens de la salle de sport. Dans une ville de cette taille, les nouvelles voyagent vite, et soudain, j'étais ce type, le réparateur d'ordinateurs calme et normal qui s'est avéré être un prédateur. J'ai commencé à remarquer des changements immédiatement. La barista de mon café habituel, qui discutait des projets du week-end, me tendait maintenant ma commande en silence. Le propriétaire de la quincaillerie à côté de mon magasin, que je connaissais depuis 7 ans, trouvait soudain des raisons d'être à l'arrière chaque fois que j'entrais. Mon entreprise a subi un coup direct. 3 clients réguliers ont appelé pour annuler leur contrat de service la même semaine, tous avec des excuses vagues sur des coupes budgétaires ou une nouvelle orientation. Bien sûr. Après des années de service satisfaisants, ils décident tous par coïncidence de réduire les coûts le même mois où l'histoire de Marina se répand en ville. Ce n'étaient pas seulement les clients plus âgés. Une start-up technologique qui m'envoyait toutes ses réparations matérielles est soudainement devenue silencieuse. Le propriétaire, avec qui je jouais occasionnellement au basket, a cessé de répondre à mes appels. Plus tard, j'ai appris qu'il avait changé pour un magasin à 30 miles de là plutôt que de continuer à travailler avec moi. Raphaël m'a complètement coupé les ponts.
Il ne répondait ni aux appels ni aux textos, pas même pour accuser réception de ma demande de test ADN. Son silence n'était pas passif. Il avait du poids. C'était une condamnation sans procès. Ma mère a pris entièrement le parti de Raphaël. Elle m'a appelé un soir, la voix tremblante, et m'a demandé s'il était possible que j'aie fait quelque chose à Marina. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'était profond. Même ma propre mère, qui me connaissait depuis toujours, avait laissé le doute s'installer. Possible, ai-je dit. Maman, je n'ai même jamais été seul avec elle, sauf au magasin avec des employés et des clients autour. Tu me connais. Tu penses que je ferais ça? Elle a hésité avant de répondre. Cette hésitation disait tout. Mon père, cependant, a été mon rocher pendant tout ce temps. Ton frère est aveugle depuis le jour où il l'a rencontré, a-t-il dit. Et ta mère prend toujours son parti. Elle l'a toujours fait. Il m'a aidé à commencer à tout documenter, à monter un dossier. Pendant ce temps, Marina jouait son rôle avec une précision troublante. Elle continuait d'ajouter de nouveaux détails à son histoire, comment j'avais été compréhensif alors qu'elle traversait une confusion émotionnelle, comment je l'avais manipulée avec des mots doux, comment j'avais essayé de la faire avorter puis menacé de la détruire socialement quand elle a refusé. Elle racontait cette histoire les larmes aux yeux à Raphaël, à ma mère, à ma tante, qui a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Il n'y avait toujours aucune preuve médicale. Marina prétendait être enceinte mais n'avait montré aucun document. Elle a refusé un test ADN 3 fois, affirmant que ce serait risqué pour le fœtus et qu'elle avait besoin de stabilité émotionnelle plutôt que d'un environnement hostile. J'ai commencé à me demander si ce n'était pas seulement une attaque contre moi, mais une stratégie calculée pour obtenir autre chose. De l'attention, le contrôle sur Raphaël, de l'argent, ou juste le plaisir sadique de détruire la vie de quelqu'un. Ce n'était pas un drame. C'était la destruction préméditée de la réputation d'une autre personne. Kevin était le seul employé qui est resté après que les rumeurs ont commencé. J'ai vu comment elle agissait, patron, m'a-t-il dit après une journée particulièrement morte au magasin. Elle essayait toujours de t'avoir seul, de te toucher le bras, de se pencher trop près. Je l'ai vu le faire quand elle pensait que personne ne regardait. Elle raconte n'importe quoi, et je le dirai à quiconque le demande. Mon père a suggéré que je parle directement à Raphaël une fois de plus. J'ai accepté de le rencontrer dans un restaurant. Grosse erreur. Raphaël est arrivé déjà énervé, les yeux injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Admets juste ce que tu as fait, a-t-il dit, sa voix basse mais intense. Admets-le, c'est tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas touché Marina. Jamais. Elle ment, et tu es trop aveugle pour le voir. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Les gens se sont retournés pour regarder alors qu'il se penchait sur la table. Tu es mort pour moi, a-t-il sifflé, puis il est sorti en trombe. Cette nuit-là, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les cas de diffamation. Après avoir écouté mon histoire pendant près d'1 heure, il m'a regardé dans les yeux et a dit, ça ne s'arrêtera pas tout seul. Si vous laissez cette version prévaloir sans vous battre, peu importe à quel point vous êtes innocent, tout le monde se souviendra de ce qu'elle a dit, pas de ce sur quoi vous êtes resté silencieux. Ça m'a frappé durement parce qu'il avait raison. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le mensonge lui-même, mais l'abandon. Le sentiment d'être coupable par défaut. La façon dont Raphaël et ma mère ont choisi le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de le remettre en question. Mais je vous le dis tout de suite, ce jeu ne va pas se terminer comme Marina s'y attend. Je vais forcer chacun d'entre eux à me regarder dans les yeux quand la vérité les frappera. Et quand cela arrivera, je n'hésiterai pas à me faire payer pour chaque acte de trahison qu'ils ont commis contre moi. Un mois dans ce cauchemar, et la situation est devenue encore plus tordue. Chaque matin, je me réveille avec l'impression d'être jugé par un tribunal invisible, un tribunal qui n'a pas besoin de preuves, juste de rumeurs. L'histoire de Marina est devenue plus élaborée à chaque narration. Maintenant, elle prétend qu'elle venait à mon magasin après les heures d'ouverture, que nous restions seuls jusqu'à tard, que je lui achetais de la nourriture comme excuse pour me rapprocher. Elle dit que je lui ai offert de l'argent pour son silence, que je l'ai forcé à supprimer des messages menaçants. Elle raconte ses mensonges avec une telle conviction que j'en admire presque ses talents d'actrice. Elle n'est pas confuse ou blessée. C'est une artiste calculatrice qui apprécie son propre drame. Elle est devenue précise dans les détails aussi.
Elle prétend que nous avons eu un moment dans la réserve arrière lors de la fête de Noël de mon magasin. Le problème, c'est que je n'ai jamais organisé de fête de Noël dans mon magasin. Nous nous contentons toujours de cartes cadeaux et d'un jour de congé supplémentaire. C'est un mensonge si évident, mais Raphaël est trop loin pour remarquer ces incohérences. Les effets sur ma vie quotidienne ont été brutaux. J'ai perdu 3 contrats majeurs avec des clients qui ont soudainement préféré ne pas s'impliquer dans des situations qui pourraient compromettre l'intégrité de leur entreprise. Ma réputation, que j'ai bâtie sur des années de travail honnête, est maintenant un handicap. Mon plus gros client corporatif, un cabinet médical avec 4 emplacements, a retiré son contrat de service mensuel de 4 000 $ du jour au lendemain. La directrice du bureau, avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans, ne pouvait même pas me regarder dans les yeux quand elle m'a annoncé la nouvelle. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit. C'est juste une question d'image. Une question d'image. Comme si j'étais un problème de relations publiques, pas un être humain dont la vie est systématiquement démantelée par des mensonges. Même au restaurant où je prends mon petit déjeuner tous les samedis depuis 5 ans, le propriétaire, avec qui je parlais de sport et de politique, n'a pas pu me regarder dans les yeux, a juste posé mon café et a disparu dans la cuisine sans un mot. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Cette accusation a pris racine dans l'esprit des gens. Preuve ou non, je n'ai pas besoin de preuves pour le savoir. Je le vois dans les regards fuyants, les portes fermées, les conversations qui meurent quand j'entre dans une pièce. Pendant ce temps, Marina a commencé à publier des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, ne me mentionnant jamais par mon nom, mais avec des phrases comme « quand les monstres ont le visage d'un ange » et « la justice vient sous la forme d'un enfant ». Les gens commentent avec des messages de soutien, ne sachant pas qu'ils participent à un lynchage public. J'ai dû commencer à faire des captures d'écran de tout ce qu'elle publie. Mon avocat dit que nous devons documenter le modèle de diffamation, comment elle cultive délibérément la sympathie du public tout en détruisant ma réputation. C'est surréaliste de la regarder tisser cette fantaisie élaborée, connaissant la vérité mais étant impuissant à faire croire qui que ce soit. L'ironie, c'est que pendant que je me bats pour laver mon nom, elle a créé ce récit héroïque où elle n'est pas seulement une victime mais une martyre. Et personne, pas une seule personne à part mon père et Kevin, n'a exigé de preuves. La présomption d'innocence ne s'applique apparemment pas à moi. Mon meilleur ami, Roberto, a été solide pendant tout ce désordre. Il me connaît depuis le lycée et n'a pas cru à l'histoire de Marina une seconde. Tu te souviens de Jen Miller en terminale, m'a-t-il rappelé autour de hamburgers chez lui, le seul endroit à part mon appartement où je me sentais à l'aise. Elle a fait le même coup manipulateur. Une histoire différente, le même scénario. Marina va faire une erreur, et quand elle le fera, nous serons prêts. Le seul progrès a été grâce à mon avocat. Nous avons systématiquement documenté chaque incident depuis le jour où Marina a commencé à travailler dans mon magasin. Kevin a donné une déclaration écrite sur son comportement inapproprié envers moi. Nous avons recueilli des rapports d'employés sur son incompétence et son manque de professionnalisme. Mon avocat a même retrouvé les anciens employeurs de Marina, découvrant un schéma de problèmes au travail et de fausses accusations. Il s'avère que ce n'était pas son premier rodéo. Elle avait travaillé dans une agence de marketing dans le comté voisin et était partie dans des circonstances mystérieuses. Mon avocat a contacté son ancien superviseur, qui a d'abord refusé de dire quoi que ce soit, mais après que nous ayons expliqué la situation, a admis à contre-cœur qu'il y avait eu des préoccupations concernant ses interactions avec les collègues et des questions sur sa conduite professionnelle. Rien de suffisamment spécifique pour être exploitable en justice, mais assez pour établir un schéma. Nous avons entamé la procédure pour exiger légalement que Marina fasse un test ADN une fois que la grossesse sera suffisamment avancée pour ne présenter aucun risque. Ce n'est pas facile. Il y a des protocoles, des délais, des autorisations d'agences qui ne partagent pas mon urgence, mais c'est un chemin vers la vérité, et c'est ce qui me fait tenir. J'ai aussi commencé à tout documenter, date, nom, comportement, phrases exactes. Mon père m'aide, parle à des gens qui connaissent Marina, cherche des incohérences dans son histoire. Puis les choses sont allées de mal en pis. Je fermais mon magasin tard un soir quand Raphaël s'est garé sur le parking. Il avait clairement bu. Je pouvais le voir dans sa façon de bouger, agressive et instable. Je suis resté à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Il a commencé à frapper sur la vitre. Sors et affronte-moi, espèce de... J'étais sur le point d'appeler les flics, mais avant que je puisse le faire, Raphaël a ramassé une brique dans l'aménagement paysager et l'a jetée à travers ma vitrine. Le verre a volé en éclats partout.
Puis il est passé à travers, se coupant au passage, et m'a chargé. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite, mais c'était de la légitime défense. J'ai fait un pas de côté, et il s'est écrasé contre une vitrine. Quand il s'est relevé, je l'ai frappé une fois net, droit à la mâchoire. Il est tombé lourdement. Les voisins ont dû entendre. Les flics sont arrivés 5 minutes plus tard. Ils ont pris des dépositions, documenté les dégâts. Raphaël a été arrêté pour destruction de biens et tentative d'agression. Contrairement à avant, cette fois j'ai porté plainte. J'en avais assez de le laisser s'en tirer. Ma mère m'a appelé cette nuit-là, sanglotant de manière incontrôlable. Comment as-tu pu, n'arrêtait-elle pas de dire. C'est ton frère, et tu l'envoies en prison. Quand j'ai essayé d'expliquer comment il m'avait attaqué, elle m'a coupé. Je n'ai pas de fils qui ferait ça, a-t-elle dit et a raccroché. Mon père est arrivé alors qu'il mettait Raphaël dans la voiture de police. Tu vas bien, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous avons tous les deux regardé pendant qu'il partait. Tu as bien fait de porter plainte, a-t-il dit doucement. Il doit faire face aux conséquences, mais souviens-toi, c'est toujours ton frère. On ne dirait pas, ai-je répondu. Ça se termine maintenant, a dit mon père. Demain, on insiste encore plus pour ce test. Je ne suis pas naïf. Je sais que même si un test ADN prouve que je ne suis pas le père, certaines personnes croiront toujours que quelque chose a dû se passer, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne récupérerai peut-être jamais ce que j'ai perdu, mais je ne vais pas laisser Marina s'en tirer comme ça. Elle a peut-être gagné la première manche, mais j'ai la patience, les ressources et la détermination pour l'affronter sur son propre terrain. Ce qu'elle a fait n'est pas une erreur. C'est de la calomnie destructrice, et je vais lui rendre chaque coup. Mais les miens seront chirurgicaux, précis, légaux et définitifs. 3 mois après le début de ce cauchemar, et ma vie est devenue un désert émotionnel. Chaque jour est une copie conforme du cauchemar précédent, se réveiller, faire les gestes du quotidien, vivre sous une suspicion constante pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mes routines sont maintenant mécaniques. L'isolement a creusé un trou si profond que je me demande parfois si je pourrai jamais en sortir. Les affaires ont chuté de près de 70%. La plupart des jours, je suis assis seul dans le magasin pendant que Kevin s'occupe des quelques réparations qui arrivent encore. J'ai dû puiser dans mes économies juste pour couvrir le loyer et les charges. Cela ne nuit pas seulement à ma réputation, cela attaque mes moyens de subsistance. J'ai commencé à prendre un chemin différent pour aller au travail, en évitant les rues principales où je pourrais croiser des gens que je connais. C'est juste épuisant, de voir constamment cette lueur de jugement dans les yeux des gens. Hier, j'ai entendu un client chuchoter à Kevin, demandant si ce type possédait toujours le magasin. Kevin, à son honneur, m'a fermement défendu, mais le mal était fait. Je suis resté dans l'arrière-salle jusqu'à leur départ. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'obscurité a enfin commencé à reculer. La vérité réelle et prouvable, a percé le mur de mensonges. Après des semaines de va-et-vient juridique, nous avons finalement obtenu ce que j'exigeais depuis le premier jour, le test. Mon avocat a dû pousser fort, le juge ordonnant finalement un test de paternité prénatale qui ne présentait aucun risque pour le fœtus. L'avocat de Marina a tout essayé pour retarder, affirmant qu'elle était émotionnellement instable, que le test causerait des conséquences irréversibles, qu'il ne voulait pas exposer la victime à plus de pression. Mais après que mon père a divulgué l'affaire à des amis journalistes et qu'elle a commencé à attirer l'attention, le juge a accepté. La procédure a été effectuée dans une clinique privée sous surveillance légale. Je n'oublierai jamais le visage de Marina quand elle est entrée. Pas de peur, pas de honte, juste de l'agacement, comme si tout cela était une perte de son temps précieux. Un petit obstacle avant de retourner à sa performance. Elle est passée juste devant moi, le menton haut, comme si j'étais indigne de son attention. Mais j'ai surpris ce moment, cette fraction de seconde où son masque a glissé, et j'ai vu la panique dans ses yeux. Elle savait ce que les résultats montreraient. Elle savait déjà le gâchis qui l'attendait. Les 2 semaines d'attente des résultats ont été les plus longues de ma vie. Je dormais à peine, gardais mon téléphone en main, attendant constamment l'appel qui confirmerait ce que je savais déjà. Quand les résultats sont enfin arrivés, je n'ai pas réagi. Je me suis juste assis à mon bureau, fixant le papier. Probabilité de paternité, 0%. Ce 0 était ma rédemption.
La preuve que tout ce que j'avais enduré était le résultat d'un mensonge calculé par quelqu'un qui avait sous-estimé à quel point je me battrais. Mon avocat a envoyé les résultats à Raphaël le même jour. Pendant 3 jours, silence. Silence radio total. Comme si tous ceux qui avaient été si prompts à me condamner avaient maintenant besoin de se cacher de leur erreur. Finalement, le 4e jour, j'ai reçu un texto de Raphaël. J'ai besoin de temps. On te parlera plus tard. C'est tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de son erreur, pas de honte, juste un message vide, tiède et lâche qui n'a fait que renforcer ma détermination. Puis les choses sont devenues encore plus intéressantes. Mon avocat, qui avait enquêté sur les antécédents de l'affaire pour une éventuelle poursuite en diffamation, a trouvé des incohérences dans les documents médicaux que Marina avait présentés, des dates modifiées, des médecins inexistants, des formats qui ne correspondaient pas à la clinique qu'il prétendait utiliser. Lorsque nous avons vérifié auprès de la clinique où le test ADN a été effectué, nous avons découvert qu'il n'avait aucun dossier antérieur de Marina. Pas de rendez-vous, pas de bilan, pas de prescription, rien. C'est alors que mon avocat a suggéré prudemment ce que j'avais commencé à soupçonner, Marina n'avait jamais été enceinte. J'ai eu du mal à le croire au début, non pas parce que je lui faisais confiance, je savais déjà qu'elle était une fraudeuse, mais parce qu'il semblait inconcevable que quelqu'un aille aussi loin juste pour détruire une autre personne. Simuler une grossesse, falsifier des documents, maintenir le mensonge pendant des mois sans sourciller. Tout ça pour se venger de quelqu'un qui l'a renvoyé d'un travail à temps partiel et a rejeté ses avances. Mais les preuves étaient indéniables. Marina n'était pas seulement une menteuse. C'était une manipulatrice pathologique avec un talent pour la destruction. Mon avocat a creusé plus profondément. Il a trouvé un schéma de comportement similaire dans son passé. Elle avait fait des coups similaires dans 2 relations précédentes, bien que jamais à ce point. Des ex-petits amis qui l'avaient contrarié se sont soudain retrouvés accusés de harcèlement moral ou d'abus émotionnel. L'un d'eux avait failli perdre son poste d'enseignant à cause de fausses allégations qu'elle avait faites à son directeur. Heureusement pour lui, elle avait été négligente avec les détails, et des images de sécurité ont prouvé qu'il n'était nulle part près de l'endroit où elle prétendait que l'incident s'était produit. Nous avons tout présenté au juge. Les résultats ADN, les documents médicaux irréguliers, les messages menaçants et les témoignages de personnes qui commençaient enfin à remettre en question l'histoire. Kevin a témoigné qu'il avait vu Marina me faire des avances à plusieurs reprises et se mettre en colère quand je ne répondais pas. Roberto a fourni des captures d'écran de publications contradictoires sur les réseaux sociaux qu'elle avait faites à propos de sa grossesse. Maintenant, le château de cartes s'effondre, non pas avec un grand bruit, mais avec le grincement lent et inévitable d'un mensonge qui ne peut plus supporter son propre poids. La prochaine étape est la réponse légale. Pour la première fois depuis des mois, je peux dormir sans ce couteau dans le dos. La vérité m'a rendu ma voix, mon nom, ma dignité. Et maintenant que je les ai retrouvés, je me dirige vers ce que j'attendais, la faire payer. Car si elle pensait que cela se terminerait par un résultat de test négatif, elle se trompait lourdement. Ce n'est que le début. 4 mois depuis le premier mensonge, et l'atmosphère a changé. Non pas calmée, mais transformée. Nous sommes passés des regards accusateurs et des menaces voilées à une retraite collective, non pas pour réparer les dégâts, mais pour cacher la honte d'avoir participé à une farce aussi grotesque. La vérité n'a pas apporté de réconfort. Elle a exposé toutes les coutures pourries du tissu familial, révélant des loyautés fragiles et des trahisons déguisées en neutralité. Maintenant que les résultats ADN sont officiels et que les irrégularités dans les documents médicaux de Marina sont exposées, de nouvelles rumeurs circulent. Certains membres de la famille disent que peut-être Marina était confuse ou qu'elle pourrait avoir des problèmes de santé mentale. D'autres suggèrent qu'elle n'a pas toute sa tête et que tout était le résultat d'une crise émotionnelle. Mais pas une seule personne, pas une seule à part mon père, Kevin et Roberto ne m'a présenté d'excuses directes. La honte les a tous transformés en lâches. Il est plus facile d'inventer des excuses que d'admettre qu'ils ont condamné un homme innocent qu'ils connaissaient depuis toujours. Ma tante, la même qui m'avait désinvité du dîner de famille, a eu le culot de dire à mon père que nous devons tous passer à autre chose en tant que famille. Passer à autre chose, comme si c'était un désaccord mineur sur la politique de Thanksgiving. Elle n'a même pas pu me le dire en face. Ma cousine Valyria, qui m'avait envoyé ce texto de condamnation de 3 paragraphes, agit maintenant comme si de rien n'était, m'a envoyé une invitation décontractée à la fête d'anniversaire de son enfant la semaine dernière. Aucune reconnaissance de la façon dont elle m'avait traité. Pas d'excuses, juste cette prétention bizarre que nous étions toujours en bons termes.
Raphaël est finalement réapparu, mais pas comme je m'y attendais. Il s'est présenté à mon appartement, l'air hagard et pâle. Il ne pouvait pas croiser mon regard alors qu'il me disait que Marina avait avoué avoir tout inventé. Pas de grossesse, pas de relation, rien. Elle a admis l'avoir fait parce qu'elle était furieuse que je l'ai renvoyée. Selon elle, je l'avais humiliée et elle devait me le faire payer. Raphaël parlait comme un homme vaincu, mais je ne ressentais aucune sympathie. Apprendre qu'une femme adulte pouvait maintenir un mensonge pendant des mois, simuler une grossesse, falsifier des documents et presque détruire une famille par pure vengeance a déclenché une fureur si froide que je ne pouvais même pas répondre avec colère. Je l'ai juste regardé fixement pendant qu'il répétait qu'il ne savait pas quoi dire et qu'il comprenait si je ne voulais plus jamais le revoir. Tout en moi voulait lui rappeler qu'il avait essayé de m'agresser physiquement, qu'il avait choisi une femme qu'il connaissait depuis 3 ans plutôt que son frère de 35 ans. Au lieu de cela, tout ce que j'ai dit, c'est « sors ». Il a essayé de dire plus, mais j'ai levé la main. Fous le camp d'ici. Il est parti sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu un message de Marina. Le premier contact direct depuis le début de tout ça. Pas d'excuses, pas d'aveu de culpabilité. Au lieu de cela, elle a écrit « Je sais que tout est devenu hors de contrôle, mais je traverse une période difficile émotionnellement et je n'ai pas pleinement compris les conséquences de mes actes. S'il te plaît, retire la plainte. Fais-le pour Raphaël si ce n'est pas pour moi. » En lisant ces mots, j'ai dû vérifier plusieurs fois pour assimiler l'audace. Cette femme qui pendant des mois m'a diffamé, qui a encouragé le mensonge, qui l'a alimenté sur les réseaux sociaux, demandait maintenant de la compassion, me demandant de ne pas détruire ce qu'elle avait elle-même dynamité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rencontré mon avocat et lui ai dit de poursuivre la plainte pour diffamation, faux et usage de faux, et préjudice moral. Nous avons également calculé les dommages financiers. Les contrats perdus, le matériel que j'avais dû vendre pour maintenir l'entreprise à flot, les dommages à la réputation qui prendraient des années à reconstruire. Cela s'élevait à plus de 200 000 $ de pertes directes, sans compter l'impact commercial futur ou les dommages émotionnels. Il ne s'agit plus de laver mon nom. C'est déjà en cours. Il s'agit d'établir un précédent. Que Marina et tous ceux qui ont participé à ce mensonge comprennent que les mots ont des conséquences, que les actes ont un poids, et que personne n'a le droit de détruire la vie d'une autre personne par colère, envie ou ressentiment. Certaines personnes pourraient appeler cela de la vengeance. J'appelle cela la justice. Je me fiche que ce soit lent ou que la punition ne soit pas assez sévère. Ce que je veux, c'est un dossier, un document officiel déclarant en termes clairs que j'ai été diffamé, que des mensonges ont été racontés à mon sujet, que j'ai été persécuté sans raison. Je veux que Marina fasse face à cette tâche chaque fois qu'elle postulera pour un emploi. Je veux qu'elle sache qu'il y a une décision de justice contredisant sa version chuchotée des événements. Je veux que Raphaël se souvienne que sa foi aveugle en un mensonge a fait de moi un paria. Ce n'est pas une vengeance impulsive. C'est une justice méticuleuse. Une réparation qui ne cherche pas à crier, mais à établir des faits. Tous ceux qui ont participé à ce cauchemar feront face aux conséquences avec la même froideur qu'ils ont montrée en me condamnant. 6 mois depuis que la flèche empoisonnée a été lancée. Et aujourd'hui, en regardant en arrière la tempête émotionnelle, les pertes, l'isolement causé par un mensonge fabriqué, je peux dire que la vérité n'a pas seulement été légalement reconnue mais a produit de réelles conséquences. La justice a parlé avec le poids implacable des preuves, des contre-interrogatoires, des rapports d'expertise et des témoignages qui ont démantelé l'artifice de Marina pièce par pièce. L'audience finale a eu lieu la semaine dernière, clôturant officiellement ce chapitre. Mais ne nous leurrons pas. Les blessures de ce genre de trahison ne guérissent pas avec des décisions de justice. Elles restent sous la peau, apaisées seulement lorsque l'agresseur paie pour les dommages causés. L'audience a été inoubliable, non pas comme un point culminant, mais parce que pour la première fois, j'ai vu toutes les personnes impliquées réunies en un seul endroit, forcées de faire face à la vérité sans excuse ni évasion. Marina est arrivée vêtue avec une sobriété étudiée, feignant un sang-froid qui s'est effondré en quelques minutes de présentation des preuves. Quand mon avocat a montré les documents falsifiés et des échographies appartenant à différentes patientes, des dossiers médicaux forgés, des certificats de grossesse de cliniques inexistantes, il n'y avait aucune défense possible. C'était si grossier, si grotesque, si manifestement construit sur la tromperie que même son avocat a simplement hoché la tête et demandé la clémence, citant la détresse émotionnelle et l'instabilité mentale temporaire comme facteurs atténuants. Mais ensuite est venu le tournant. Lorsque l'accusation a présenté les preuves finales,
les dossiers de la clinique recoupés avec les documents de Marina, les incohérences d'horodatage et les métadonnées extraites du PDF qu'elle avait soumis. Son avocat s'est penché et s'est tu. Elle n'a pas avoué, elle n'a pas pleuré, elle est juste restée assise à cligner des yeux alors que la réalité la frappait. Son avocat a demandé une suspension, est revenu et a tranquillement soumis une déclaration reconnaissant que les documents étaient falsifiés et qu'aucune grossesse n'avait jamais existé. Ce n'était pas un effondrement. C'était une défaite sans combat. Raphaël est resté assis pendant toute la confession, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque minute. Pas une seule fois il n'a regardé dans ma direction. Ma mère n'était pas là. Elle avait prétexté une maladie, ce que mon père m'a dit plus tard n'être que de la honte. Elle ne pouvait pas y faire face. Mon père s'est assis derrière moi tout le temps, une présence solide dans mon dos. Kevin et Roberto m'entouraient de chaque côté et les seules personnes à part mon père qui m'avaient cru depuis le début. Quand le juge a annoncé le verdict, mon père a posé sa main sur mon épaule. Ce simple geste signifiait plus que 1000 mots. Le verdict était clair. Marina a commis une diffamation aggravée, un faux et usage de faux, et un préjudice moral. Elle a été condamnée à payer une amende importante par versement sur plusieurs années, plus une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher ou de communiquer avec moi pendant au moins 3 ans. Ce n'était pas une peine de prison. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je cherchais, c'était un précédent, un document officiel validant tout ce que j'avais dit depuis le premier jour. Quelque chose qui restaure, même partiellement, la dignité qui m'a été enlevée par une femme qui a joué la victime sans se soucier de qui elle détruisait. Le juge lui a également ordonné de publier une rétractation publique sur les mêmes plateformes de médias sociaux où elle avait répandu les mensonges. Dans les 24 heures, elle devait déclarer explicitement qu'elle m'avait faussement accusé, qu'il n'y avait jamais eu de relation entre nous, et qu'elle avait fabriqué toute la grossesse. Depuis le verdict, j'ai reçu des messages de parents qui m'avaient précédemment tourné le dos. Certains offrent des excuses vagues sur le fait de ne pas savoir quoi penser ou de vouloir rester en dehors de ça par prudence. D'autres ont opté pour un silence total, espérant que le temps effacera leur complicité. Raphaël a essayé d'appeler plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Quoi qu'il ait à dire, ça ne m'intéresse pas. Le frère que je connaissais n'aurait jamais cru ces mensonges. N'aurait jamais essayé de me faire du mal physiquement. Ne m'aurait jamais abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Ma mère a envoyé un message vocal larmoyant me suppliant de lui parler. Je n'ai pas rappelé. Certaines trahisons sont trop profondes pour être réparées avec des larmes et des excuses. 1 an s'est écoulé. Mon entreprise a non seulement récupéré mais s'est développée. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des mois, j'ai travaillé avec un emploi du temps à moitié mort, vivotant avec des travaux de réparation à temps partiel et un client fidèle qui se fichait des rumeurs. Je savais que le silence ne laverait pas mon nom. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux, réparer les choses moi-même. J'ai publié le verdict du tribunal et ma version complète de l'histoire sur le site web de l'entreprise, je l'ai épinglé sur nos avis Google, et j'ai laissé les preuves parler. Un des plus gros clients qui m'avait laissé tomber est revenu après que son équipe juridique a vu le verdict. Ce seul contrat a couvert 2 mois de frais de fonctionnement. Je n'ai pas supplié pour qu'on me fasse confiance. Je l'ai juste reconstruit pièce par pièce. Puis j'ai embauché 2 employés à temps partiel et j'ai déménagé dans un local plus grand de l'autre côté de la ville. La décision du tribunal est devenue un document public, et lentement, la véritable histoire a remplacé les mensonges qui avaient circulé. J'ai appris par mon père que Raphaël et Marina ont divorcé peu après le procès. Apparemment, l'humiliation publique était trop lourde à supporter pour leur relation. Raphaël a déménagé dans un autre état pour le travail, ou peut-être juste pour échapper aux souvenirs. Quoi qu'il en soit, c'est mieux pour nous deux. Il a essayé de me recontacter le mois dernier, une lettre cette fois, manuscrite, disant qu'il voulait faire amende honorable, qu'il avait été aveuglé par l'amour et manipulé par une menteuse professionnelle. Il a dit que son frère lui manquait et qu'il voulait reconstruire notre relation. J'ai brûlé la lettre sans la finir. Certains ponts, une fois brûlés, devraient le rester. Ma mère et moi avons une trêve difficile. Nous nous voyons pendant les fêtes, échangeons des politesses, mais la chaleur a disparu. Elle a choisi son camp quand c'était le plus important. Et ce n'est pas quelque chose que je peux oublier, même si je lui ai techniquement pardonné. Mon père et moi sommes plus proches que jamais. Il m'a soutenu quand ça comptait, n'a jamais douté de moi une seconde. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant, une nouvelle tradition née des cendres des anciennes dynamiques familiales.
Kevin a été promu directeur du magasin, un poste qu'il a mérité en restant loyal quand il aurait été plus facile de s'enfuir. Roberto et moi nous retrouvons toujours pour boire un verre chaque semaine, notre amitié plus forte pour avoir résisté à la tempête. Quant à Marina, elle a déménagé à l'autre bout du pays après avoir manqué les 3 premiers paiements de son amende. Mon avocat dit que c'est courant. Les gens pensent qu'ils peuvent échapper au jugement des tribunaux en déménageant. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que nous étions prêts. Nous avons déposé une demande d'exécution du jugement dans son nouvel état. Quelques avis négatifs anonymes sont apparus sur mon profil d'entreprise peu de temps après son déménagement. Même style d'écriture, même ponctuation bizarre. Nous les avons signalés. Nous avons construit une trace écrite numérique. Si elle continue à jouer à des jeux, nous l'attaquerons pour harcèlement la prochaine fois. La vérité m'a peut-être libéré, mais elle n'a pas restauré tout ce que j'ai perdu. Certains amis ne sont jamais revenus. Certaines relations familiales restent tendues ou brisées. Certains clients potentiels entendent encore des chuchotements et choisissent de faire affaire ailleurs. Mais j'ai reconstruit quelque chose de plus fort à partir des décombres, une entreprise qui ne dépend pas des relations familiales, des amitiés basées sur une loyauté éprouvée par le feu. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. La justice, la vraie justice, n'est pas du tout une vengeance. C'est une restauration. Et c'est ce que j'ai obtenu. Pas une justice parfaite, pas une restauration complète, mais assez pour me regarder dans le miroir chaque matin et savoir que quand ils ont essayé de m'enterrer, j'ai refusé de devenir une tombe. Au lieu de cela, je suis devenu exactement ce qu'ils craignaient le plus, quelqu'un qui ne se tairait pas. Alors, Reddit, pensez-vous que Raphaël mérite une seconde chance? Ai-je eu raison de couper les ponts avec lui? J'ai essayé de me mettre à sa place, mais bon sang, mec. Il a cru une femme plutôt que son propre frère. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Quoi qu'il en soit, j'apprécie que vous ayez lu jusqu'ici.